RCF. Vie des chrétiens nivernais, aujourd'hui, vie des églises. Anne-Marie Chani, bonjour. Bonjour. Avec vous, nous découvrons les archives du diocèse de Nevers au fil de ce programme radiophonique mensuel. Nous poursuivons et nous terminons aujourd'hui sur le portrait de Monseigneur Étienne Lelong, évêque de Nevers de 1877 à 1903. Donc 26 ans d'épiscopat, il y a eu beaucoup à dire sur le personnage. Nous évoquions dans la précédente émission, et ce sera encore le cas sur l'introduction de celle-ci, la laïcisation de la société. Donc suite et fin sur cette question. La dernière fois, nous avons en effet parlé des mesures de laïcisation de la société prises par le gouvernement républicain et des répercussions concrètes que leur application provoquait dans les paroisses. J'avais évoqué l'interdiction des processions, les sonneries de cloches, notamment pour le 14 juillet. Alors que reste-t-il à dire sur le sujet ? Eh bien, je vais aborder la question du catéchisme et le point très important des enterrements civils. Et je terminerai en abordant quelques autres sujets de l'épiscopat de Monseigneur Lelong. À la suite des lois scolaires de Jules Ferry, nous avons vu que l'enseignement religieux est remplacé par l'instruction morale et civique et que l'instruction religieuse doit désormais se faire en dehors des édifices scolaires. La question des horaires du catéchisme semble mineure, mais elle donne lieu à bien des crispations. Elle se place en effet dans le contexte de la lutte entre les prêtres qui redoutent la mainmise des enseignants laïcs sur la jeunesse et des instituteurs qui veulent soustraire les enfants à l'influence du clergé. Certains curés font le choix d'un horaire pour le catéchisme qui oblige les enfants à arriver en retard à l'école. À Guérigny, le catéchisme a lieu le matin de 7h à 8h, sauf en hiver où il est retardé d'un quart d'heure. Les parents se plaignent au maire du retard fréquent des enfants du catéchisme. Le maire intervient en 1898. Le curé Lemaître, que nous avons déjà rencontré, souhaite que le préfet puisse dire au maire que tracasser sans relâche n'est pas administré. À Chantenay, les horaires ne sont pas respectés et les retardataires sont punis. La question se complique lorsqu'il y a des écoles dans les hameaux et que le catéchisme se fait au bourg. Le retard est inévitable. C'est le cas dans le Morvan, à Saint-Léger-de-Fougeray, Villa-Pourçon, Millet. À Aligny, en 1897, le curé se dit prêt à se déplacer dans les hameaux pour les plus jeunes. Bien que les curés prennent très à cœur la catéchèse, les enfants restent souvent peu instruits, ne connaissent pas les définitions et bien mal les prières essentielles. Les curés en rendent responsables les parents, travaux agricoles, intempéries, sont cause d'absentéisme. Lorsque les résultats sont insuffisants, le curé peut ajourner la communion solennelle, rite social important. Des parents protestent alors auprès de l'évêché, c'est le cas de Château-Chinon, Luzy. Un autre sujet est cause de vives tensions, les enterrements. Après la loi de 1881 dont nous avons parlé, qui neutralisait les cimetières, ne laissant à l'Église que la bénédiction particulière des fosses, la loi de 1887 va plus loin. Elle institue la liberté des funérailles et précise que toute personne peut régler les conditions de ses obsèques, notamment leur caractère civil ou religieux. Elle est complétée en avril 1889 par un règlement d'administration publique portant sur l'inhumation ou l'incinération. Cette loi sur la liberté des funérailles provoque bien des polémiques au sein d'une population qui, traditionnellement, pour les obsèques, passe par l'Église, même si des enterrements civils ont déjà eu lieu. Les anticléricaux militent activement pour l'enterrement civil. Dans la dernière décennie du XIXe siècle, l'historienne Liliane Pinard observe dans le Morvan une recrudescence des mariages civils, mais aussi des enterrements civils. Ces derniers sont en général relevés dans la presse et ont souvent un caractère maçonnique. Un exemple est donné dans le récit fait par la Semaine religieuse de ce qu'elle a appelé le scandale de Luzy, un enterrement civil
en 1887. Des invitations ont été faites par le maire. 800 personnes participent au convoi, suivant au lieu de la croix la bannière de la fanfare. Le corbillard porte l'inscription « À la libre pensée ». Mais surtout, la semaine religieuse déplore la présence de 2 instituteurs de la commune et de leurs élèves. Que font-ils de la neutralité religieuse ? On peut citer bien d'autres exemples. À Guérigny, en 1896, le conseil municipal demande le déplacement d'une croix et de la pierre des morts qui ne sert plus, ce que le curé accepte. Mais en 1897, la mairie fait l'acquisition jugée illégale d'un corbillard dont l'usage est gratuit pour les habitants. À Saint-Léger-des-Vignes, le curé note que lorsque meurt un indigent, on s'empresse de lui fournir gratuitement le cercueil à condition que l'enterrement soit civil. En 1885, on offre le drap de mort laïque à une famille qui l'accepte, mais le curé refuse de célébrer les obsèques tant que le drap de l'Église n'a pas remplacé le drap laïque. Un bon chrétien ne doit pas assister à un enterrement civil, et si certains paroissiens sont vus au cimetière, le curé s'en indigne et peut le faire savoir en chair. Aussi, à Plancher en 1891, le maire bien pensant s'éclipse. À Mou, à Château-Chinon-Campagne en 1904, le maire s'abstient de paraître. En mai 1900, lorsqu'une femme dit au curé de Chitry-les-Mines qu'elle va se rendre à l'enterrement civil de Maurice Renard, frère de l'écrivain Jules Renard, le curé lui réplique « Je vous défends d'y aller, c'est un enterrement de païens ». En tant que maire, Jules Renard, agnostique, a tenu des propos très critiques envers l'Église. En 1891-1893, le curé de Luzy signale 3 enterrements civils, sans compter un refus des derniers sacrements, et un homme originaire de Luzy, enfoui à Nevers en 1892. Ce terme méprisant d'enfouissement, qui est habituel pour les animaux, est régulièrement utilisé pour les enterrements civils par les prêtres, qui estiment que le cimetière est souillé par de tels enterrements. Souvent, ils sont présidés par un membre de la libre pensée et sont l'occasion de discours anti-religieux, comme à Devey en 1899. Anne-Marie Chany, vous êtes donc l'archiviste du diocèse de Nevers. Nous entrons dans la seconde partie de cette émission qui en termine avec le portrait de Monseigneur Étienne Lelong, donc évêque de Nevers, 1877 à 1903. Ces 26 ans d'épiscopat arrivent au bout, effectivement, en 1903. Vous allez nous en parler dans quelques instants. Mais pour commencer, différents aspects de l'attitude de Monseigneur Lelong méritent d'être explorés. Oui, je voudrais maintenant dire quelques mots sur la libre pensée et la franc-maçonnerie, régulièrement dénoncée en termes violents dans la semaine religieuse. On lit poison maçonnique, outrecuidance maçonnique, on évoque les sauterelles maçonniques. Monseigneur Lelong écrit en 1902, je cite, « Dès 1884, le pape Léon XIII dénonce la franc-maçonnerie comme le grand péril au point de vue religieux et social. La désertification des offices est le résultat d'un mot d'ordre de la franc-maçonnerie. » L'évêque renouvelle son propos dans une lettre pastorale du 11 octobre 1903. Quant à la libre pensée, qui lui est souvent associée, ses membres affichent un athéisme militant. Maurice Joannet, citant l'historien Pierrard, dénombre 16 groupes de libres penseurs dans la Nièvre. La peur de la franc-maçonnerie dérive vers un antisémitisme qui s'exprime dans la presse catholique
et dans les chroniques paroissiales. On parle d'un complot judéo-maçonnique et l'antisémitisme s'amplifie dans la Nièvre comme ailleurs avec l'affaire Dreyfus. Autre sujet de discorde, en 1889 est votée la loi astreignant les élèves ecclésiastiques au service militaire, dite loi des curés sac au dos ou les séminaristes à la caserne, alors qu'ils en étaient jusqu'alors dispensés. On parle encore de prétendue égalité. La loi est considérée comme une guerre aux curés. Cependant, en 1890, après quelques expériences, le ton change. La semaine religieuse écrit, je cite, « L'accueil qui leur a été fait n'est pas de nature à nous émouvoir. Nous redoutions pis. Nous avons le bonheur de nous être trompés. Les séminaristes sortiront du régiment, fortifiés au physique et au moral. » J'aimerais évoquer également les communautés protestantes de la Nièvre, parce que, là encore, en défenseur zélé de l'Église catholique, Monseigneur Lelong est intervenu auprès du préfet. Celui-ci avait accordé en 1879 au pasteur Clavel, président du consistoire de Bourges, l'autorisation temporaire de célébrer le culte à Nevers. L'évêque juge cet arrêté illégal et inutile, invite le préfet à le rapporter et, devant son refus, menace d'en référer au ministre des cultes. À côté des raisons religieuses, on peut penser que des considérations financières ont pu jouer. Le budget des cultes n'est pas extensible et, selon les articles organiques accompagnant le concordat, les pasteurs sont rémunérés par l'État à l'instar des curés. Le pasteur Clavel est autorisé à célébrer à Nevers et Fourchambault la marche La Charité Pouilly-Saint-Andelin, Caunes et Clamecy. L'autorisation sera ensuite étendue à tout le département. Un temple est construit à Nevers, à l'angle de l'avenue Marceau et de la rue Gambetta. Il est inauguré le 3 juin 1894, mais la semaine religieuse ne le signale pas. Un poste de pasteur est créé à titre définitif pour la Nièvre en 1901. La mort de Monseigneur Lelong survient le 16 novembre 1903. Elle est annoncée à ses diocésains par une lettre du cardinal académicien Adolphe Perrault, son père spirituel, déjà évêque d'Autun au moment de son sacre en 1877. Dans cette lettre, le cardinal Perrault souligne les qualités de Monseigneur Lelong. Je cite, « si zélé pour l'avancement spirituel de son clergé et de ses communautés religieuses, si généreux à défendre l'Église, ses droits et ses libertés. » Il était en outre très charitable et consacre à de bonnes œuvres sa modeste fortune. Les funérailles sont célébrées le 19 novembre 1903 à la cathédrale, en présence d'une grande foule. Monseigneur Lelong est inhumé dans la cathédrale. Mais alors, quel bilan tirer de ce long épiscopat, 26 années tout de même? Monseigneur Lelong était un évêque traditionnaliste qui s'efforça de maintenir clergés et fidèles dans la stricte observation des règlements canoniques et cultuels à une époque de profonde mutation politique et sociétale. Son épiscopat, remarque Jean Batteux, est marqué par une dégradation constante des rapports Église-État. La création du journal La Croix du Nivernais en 1883 n'est pas fortuite. La semaine religieuse souligne sa piété, son intelligence, ses talents d'administration et résume « Monseigneur Lelong était évêque dans la totale acception de ce mot, c'est-à-dire un grand veilleur, selon l'abbé Jules Charrier. » Sa mort ouvre une période transitoire. Pendant plus de 2 ans, le siège épiscopal est vacant. Ce sont 2 vicaires capitulaires, les abbés Garnier et Billibaud, qui étaient vicaires généraux de Monseigneur Lelong, qui sont chargés de l'administration du diocèse pendant la vacance du siège. Monseigneur François Gauthier est nommé évêque de Nevers en février 1906. La loi de séparation des églises et de l'État date de décembre 1905. Elle a donc été votée pendant la vacance du siège. Ce sera donc le sujet de la prochaine émission.
prochaine émission le mois prochain en votre compagnie. Anne-Marie Chiani, archiviste du diocèse de Nevers. Merci pour cette série radiophonique. À bientôt. À bientôt.